Alors, rebonjour à tous. Je vais vous laisser vous regagner vos sièges. On va se préparer pour les topos du début d'après-midi. On va parler de passions spécifiques ou de situations spécifiques avant de faire un point sur de l'actualité. Est-ce qu'à Clermont, on nous entend bien? Est-ce que tout le monde est revenu dans la salle pour qu'on puisse débuter? Oui, alors à Clermont, on vous entend bien, pas de souci. Alors pour le moment, ça y est, on a l'image, donc ça va être bon. On va pouvoir commencer. Et donc c'est Pascal Incagnoli qui nous fait le plaisir de venir, qui est médecin anesthésiste réanimateur et qui maintenant en charge du SAMU SMUR à Dijon et qui va nous parler donc d'une patiente qui arrive au déchocage et qui est enceinte. Situation très spécifique et qui est très intéressante. Merci. Mesdames, Messieurs, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, vous avez bien noté que Dijon, c'était pas dans Arras, mais je suis reparti à Dijon qui a 3 mois et j'étais auparavant donc au déchocage du professeur David à Lyon-Sud et une de nos thématiques est la traumatologie grave également chez la femme enceinte. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Vous êtes de garde, vous recevez une patiente traumatisée, 35 semaines d'aménorrhée, 5 jours. C'est un AVP VL seul, patiente conductrice ceinturée, forte cinétique avec tonneau. Pour mettre un petit peu de pression, il y a son enfant qui était à l'arrière, qui a un gros traumatisme facial, qui est transféré à l'hôpital pédiatrique et on vous l'annonce comme grade C au déchocage. D'un seul coup, la pression monte un peu. Donc on se prépare, les constantes vitales données par le SMUR sont 120 de fréquence cardiaque, un petit signe de gravité, une pression artérielle à 160-100, consciente, Glasgow 15, 96 de saturation en air ambiant, et quand vous l'examinez, vous trouvez une douleur au niveau lombaire, une douleur du bassin, un signe de la ceinture avec un hématome abdominopelvien assez important. Il y a un doute sur la phase TECO fait en préhospitalier. Et elle arrive avec une minerve, une ceinture pelvienne, elle a une titration morphine de 9 mg. Et c'est à vous de la prendre en charge. Peut-être. Et globalement, vous dites, pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors on va repartir sur 2-3 bases de physiologie de la femme enceinte extrêmement simples et qui peuvent permettre de comprendre les différents grades et les différents protocoles qu'on peut proposer dans la traumatologie de la femme enceinte. Alors tout d'abord, au premier trimestre, l'utérus il est intrapelvien, les parois utérines sont épaisses et le fœtus est bien protégé, en particulier des blessures directes. Le deuxième point, au deuxième trimestre, il est extrapelvien et il est abondamment entouré de liquide amniotique. Et au troisième trimestre, vous savez que le bébé remonte, l'utérus s'amincit, il y a un déplacement des viscères vers le haut, et à partir globalement entre la 20 et la 24e semaine, vous avez une compression aortocave par l'utérus gravidé. Et à chaque fois, en fonction de ces trimestres, il va y avoir des risques différents en particulier sur le plan maternel. Le deuxième point de physiologie très simple que je vais aborder, c'est vous avez des modifications physiologiques à la fois sur le plan respiratoire, cardiovasculaire, hématologique, gastro-intestinale et sur la circulation placentaire. J'ai mis en gras les principales qui peuvent nous intéresser. Il y a un œdème des voies aériennes supérieures, donc méfiez-vous à l'intubation chez la femme enceinte quand vous devez l'intuber. Vous avez une compression de la veine cave avec une diminution de 30% du retour veineux dès la 24e semaine. Donc il y a un geste évidemment qui est de déplacer l'utérus. Vous avez une anémie par dilution, méfiez-vous sur le premier hémoQ et l'évolution des hémoQ. Et vous avez une vidange gastrique qui est altérée. Donc évidemment, toutes les femmes enceintes sont considérées, d'ailleurs comme tous les patients traumatisés graves en préhospitalier, comme des estomacs pleins jusqu'à preuve du contraire. Et sur le plan placentaire, vous avez une sensibilité particulière du placenta à l'hypoxie, créant une vasoconstriction placentaire. Alors, après ces quelques points de physiologie simple, je vais revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est 7% des grossesses. La traumatologie grave. On a refait une étude sur 10 ans, là, qui n'est pas encore publiée, sur les 10 dernières années à Lyon-Sud. On est le seul centre prenant, en Rhône-Alpes, les femmes traumatisées graves. On a 40 patientes. D'accord, donc c'est évidemment pas tous les jours. 50%, c'est au-delà du troisième semestre. Je vais vous montrer, au troisième trimestre. Je vais vous montrer après pourquoi.
Le trauma sévère de la femme enceinte, c'est la première cause non obstétricale de décès maternel, avec quand même 6% de décès maternels, 60% de mortalité fétale. Il n'y a aucune recommandation nationale d'aucune société savante, qu'elle soit obstétricale, le Saint-Goff, ou que ce soit l'ASFAR ou de la SFMU. Il n'y a pas de recommandation sur la stratégie de prise en charge de ces femmes enceintes traumatisées. La prise en charge, elle doit être multidisciplinaire et elle est complexe. Je vais vous en reparler. Alors, les mécanismes des lésions traumatiques, dans la littérature, il n'y a que des cas rapportés. Nous, avec nos 40 petites patientes, on a du mal à en faire quelque chose. Alors, on retrouve cette étude dans Annals de médecine d'urgence de 2016. Les mécanismes, c'est globalement partagé entre les accidents de la route et les chutes. Nous, dans notre série, on a plus d'accidents de la route que de chutes, contrairement à cette série. Si vous regardez les séries, il n'y a pas de série américaine, mais dans les cas rapportés aux États-Unis, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de violences conjugales, mais c'est un peu moins chez nous. Les lésions, c'est surtout des lésions abdominales, et vous verrez que c'est essentiellement dû au mauvais port de la ceinture de sécurité. Les complications, elles sont de deux ordres, des complications fétales, et aussi bien dans la traumatologie mineure que dans la traumatologie majeure, il y a des complications fétales, ça peut être de la prématurité, de la mort fétale in utero, des souffrances fétales aiguës, des morts à la naissance et des détresses respiratoires aiguës à la naissance. Les complications maternelles, je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Vous avez les décollements placentaires, la rupture utérine, les lésions fétales directes, l'immunisation fœto-maternelle et puis les accouchements prématurés. Je ne parlerai pas de ce dernier point. Si on regarde les principales complications, rupture utérine, c'est très rare, hein, c'est 1% de la traumatologie. Ça survient surtout après 12 semaines d'aménorrhée. C'est lorsqu'il y a un impact abdominal direct. Le tableau, il est criant. C'est un tableau de choc hémorragique avec un hémopéritoine massif. La mortalité maternelle, elle est 10%. La mortalité fétale, elle est de 100%. Il y a quelques facteurs de risque qui peuvent faire penser à la rupture utérine en dehors du choc hémorragique. C'est la multiparité, lorsqu'il y a eu des césariennes auparavant et lorsqu'il y a des grossesses qui sont gémellaires. Je peux revenir en arrière. Je devrais revenir en arrière. Ah, il veut pas. Donc les blessures fétales directes, elles sont rares, plutôt en fin de grossesse. C'est plutôt des traumatismes pénétrants, c'est plutôt des violences domestiques, mais on en retrouve également dans les fractures du bassin, avec une mortalité importante fétale dans les fractures du bassin, supérieure à 30%, et des traumatismes crâniens graves du fœtus. Juste en aparté, la traumatologie du bassin n'est pas une contre-indication absolue à un accouchement par voie basse. Le décalement placentaire, c'est surtout un mécanisme de décélération. Hein. C'est un petit peu comme l'isthme aortique. Il y a une rupture de l'interface entre l'utérus et le placenta. L'incidence, elle est importante dans les traumatismes majeurs avec des ISS supérieurs à 15, entre 40 et 66%, mais elle existe également pour les traumatismes de faible cinétique, qui ont des ISS inférieurs à 9, de l'ordre de 1 à 8% selon les séries. La mortalité fétale, elle est importante. 50 à 75%. La survenue, elle peut être immédiate, mais elle peut être également tardive. C'est très piégeant lorsqu'on reçoit ces patientes. Ça va des patientes asymptomatiques à des tableaux de choc hémorragique criants, ce qui nous met sur la voie, c'est la douleur abdominale, même si ce n'est pas spécifique, l'apparition de contractions utérines alors que la patiente n'en avait pas, un saignement vaginal et une bradycardie fœtale avec un monitoring anormal lorsque l'on fait le monitoring. Le diagnostic, il est fait par l'échographie obstétricale, c'est très spécifique, mais c'est peu sensible. Enfin, l'hémorragie fœto-maternelle, plus importante au troisième trimestre, presque 50% des cas. C'est multiplié par 2,5 le coefficient en cas de traumatisme. Le facteur de risque, c'est le traumatisme abdominal, et souvent quand il y a un placenta qui est antérieur. Le diagnostic, il se fait par le test de Kleiner-Bethke, je vais y revenir. Et puis il y a des complications, à la fois l'immunisation maternelle, et puis surtout des complications fétales, anémie, souffrance fétale et décès du fœtus. J'ai du mal avec la molette, je suis désolé.
je vais y arriver. Il manque une diapo, c'est pas grave. L'orientation des patientes, donc faut globalement les orienter vers un centre de niveau 1 avec une équipe expérimentée, en particulier la présence évidemment d'anesthésistes réanimateurs, mais également de gynécologues obstétriciens. Mais on peut aussi faire de l'embolisation, de la radiologie interventionnelle. C'est bien d'avoir quand même des pédiatres, vous allez voir pourquoi, sages-femmes, IAD, un laboratoire et l'EFS, et évidemment pas avoir besoin d'envoyer les prélèvements sanguins pour prendre en charge les patients. L'examen clinique de la femme enceinte traumatisée, globalement, c'est l'examen clinique de tout traumatisé grave, auquel on va ajouter un certain nombre de spécificités sur le plan obstétrical. On va rechercher des mouvements fœtaux spontanés, on va rechercher des contractions utérines, on va rechercher un saignement, on va rechercher une perte de liquide amniotique, on va monitorer la fréquence cardiaque fétale et l'activité utérine, et l'obstétricien va réaliser une écho obstétricale avec des scores, le calcul de scores, c'est des scores de vitalité fœtale, le score de Manning, c'est un score de bien-être fœtal. On va regarder la localisation et l'état du placenta, et certaines équipes font des dopplers de l'artère cérébrale moyenne du fœtus. Lorsque le doppler est altéré, c'est un signe d'anémie profonde sur le plan fœtal. Le bilan radiologique chez la femme enceinte traumatisée, on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire de scanner corps entier chez les femmes traumatisées graves. Vous oubliez ce message. Il n'y a pas de risque lorsqu'il y a une irradiation qui est inférieure à 100 mg. Globalement, un scanner corps entier, c'est 45-50 mg. Le risque d'une liaison manquée, que ce soit chez le patient traumatisé grave tout venant ou chez la femme enceinte, est supérieur au risque radique. Donc on fait un bilan, comme on le ferait pour n'importe quelle patiente, une radio de thorax si c'est un grade A, une radio de bassin de face si c'est un grade A, une radio des membres quand il y a besoin, la fast écho évidemment, le doppler transcrânien si c'est nécessaire, l'échographie obstétricale faite par l'obstétricien, un body scanner s'il y a besoin, et s'il faut aller à l'IRM, on va à l'IRM. Il faut que le bilan soit adapté à la gravité de la patiente. En tout cas, il faut essayer de ne pas répéter les examens radiologiques qui sont inutiles. Le bilan biologique chez la femme traumatisée grave enceinte, c'est le même que pour tous les patients traumatisés graves, auxquels on ajoutera le test de Kleiner-Hor. Alors c'est quoi le test de Kleiner-Hor? C'est la recherche de passage de sang fœtal dans le sang maternel, et ça signe une hémorragie fœto-maternelle. Il y a quelques papiers qui montreraient que c'est un indice de gravité lors du traumatisme. Le problème, c'est que le résultat du test de Kleiner-Bethke, vous l'avez en 2 heures. Alors heureusement qu'on prend des décisions pour orienter les patients avant les 2 heures, mais c'est un argument supplémentaire sur la gravité du traumatisme. On dit qu'il est positif s'il y a plus de 10 hématies fœtales pour 10 000 hématies maternelles. Alors maintenant, la stratégie de prise en charge. Il n'y a aucun protocole publié dans la littérature sur les stratégies de prise en charge. Donc c'est des protocoles qu'on a élaborés avec toute l'équipe de Lyon Sud et avec les obstétriciens sur la base de notre expertise, mais ce n'est pas encore des protocoles qui sont diffusés sur le plan national. Alors on stratifie en fonction de 2 choses. D'abord la gravité, grade A, grade B, grade C des patients que vous connaissez, et puis en fonction de la vitalité du fœtus. Globalement, on dit que le fœtus, s'il est non viable en dessous de 24 semaines d'aménorrhée, et qu'il est viable au-delà de 24 semaines d'aménorrhée. Si on s'intéresse aux patientes qui sont enceintes de moins de 24 semaines d'aménorrhée, on ne change rien à la stratégie de prise en charge de la femme non enceinte traumatisée. On peut rajouter une recherche de vitalité fœtale, on peut rajouter un test de Kleiner-Hor si la grossesse est supérieure à 13 semaines, on peut rajouter l'examen obstétrical, on ne fait pas de monitoring avant de 24 semaines d'aménorrhée, et on fait des immunoglobulines anti-D pour les patientes RH- dans les 72 heures si c'est nécessaire. Si le fœtus est viable, on va stratifier en fonction de la graduation. Grade A, priorité absolue à la réanimation maternelle. Examen clinique, on refoule l'utérus vers la gauche, on fait une radio de thorax, une radio de bassin, mais pas de tablier de plomb, ça concentre le rayonnement. On fait une fast écho, on fait une écho de vitalité, on fait notre protocole de biologie en urgence auquel on rajoute un test de Kleiner-Hor, et surtout on réfléchit sur l'indication de césarienne de sauvetage, non pas pour le fœtus, mais pour la maman. Et on continue la stratégie de damage control surgery, comme on fait d'habitude chez tous les traumatisés graves, grade A. Maintenant, votre fœtus, s'il est viable, supérieur à 24 semaines d'aménorrhée, c'est un grade B.
la priorité toujours à la réanimation maternelle. L'examen clinique, on fait comme d'habitude. La fast écho, on fait comme d'habitude. On fait une écho obstétricale. On fait la biologie avec un test de Klenower On fait un scanner si besoin. On fait un scanner. On fait les radios si besoin. Et là où il y a une petite différence, c'est quand vous allez remonter du scanner, vous allez faire un stop. Et pendant le stop, vous allez faire un monitoring fœtal s'il n'y a pas de geste chirurgical ou radiologique urgent. S'il n'y a pas de geste chirurgical ou radiologique urgent, on fait un monitoring fœtal de 20 minutes. Et en fonction du monitoring fœtal, on décide de la stratégie qu'on va adapter en fonction du terme, en fonction du type de lésion maternelle, en fonction des résultats du monitoring et de l'échographie obstétricale. Et puis si le monitoring est normal, eh ben, on va prendre en charge les autres lésions maternelles orthopédiques, comme on le ferait pour n'importe quel autre patient. Plus compliqué, lorsqu'on a des grades C. Nous, la stratégie qu'on a décidée, c'est de faire l'examen clinique habituel, de déplacer l'utérus vers la gauche, de faire la fast écho, l'examen obstétrical, l'échographie de vitalité fœtale, et puis on fait un stop. On fait un enregistrement du monitoring fœtal pendant 20 minutes, on ne bouge pas et on regarde ce qui se passe sur le plan monitoring fœtal. Si votre monitoring fœtal il est normal, on descend au scanner, on fait les radios, on remonte du scanner, on refait un stop, on refait un monitoring fœtal. Et là, on a le temps de réfléchir avec les obstétriciens de ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut faire des corticoïdes? Est-ce qu'on fait une tocolyse s'il y a des contractions, qu'il y a une ouverture de... Si votre monitoring il est anormal, on va probablement envisager la césarienne de sauvetage fœtal. Et puis après la césarienne, on retournera au scanner à ce moment-là, faire le body scan et faire les radios qui sont nécessaires pour le faire. Et puis parfois, le monitoring, il est non informatif, soit pas de très bonne qualité, soit on n'arrive pas à en tirer grand-chose. Donc on fait le scanner le plus rapidement possible et on réévalue le monitoring et l'échographie obstétricale de manière régulière. Alors, il y a quelques indications de la césarienne chez la femme enceinte traumatisée. J'ai repris le protocole de Lyon-Sud qui a été fait par Aline Lambert. Sur le plan maternel, un arrêt cardiaque maternel réfractaire après 20 semaines d'aménorrhée, c'est une indication de césarienne. Les hémorragies obstétricales graves. Et puis, pour les fœtus, après 24 semaines d'aménorrhée, le choc hémorragique peut être une indication de césarienne en urgence. Toutes les hémorragies réfractaires, les lésions utérines, en particulier par traumatisme pénétrant, lorsqu'il y a une suspicion de rupture utérine, lorsqu'il y a une souffrance fœtale aiguë, il faut à chaque fois se poser la question de la césarienne de sauvetage. Alors pour revenir à notre patiente, cette patiente avait une phase échographique qui était négative. Le monitoring fœtal qu'on a fait pendant 20 minutes avant de descendre au scanner était normal. Le scanner montrait une fracture du bassin complexe, très déplacée. Et donc, sur la base de la fracture du bassin, sur la base des 35 semaines, sur la base du fait qu'il y a à peu près 35% de mortalité fœtale chez les patientes qui ont un traumatisme du bassin grave, on avait décidé de faire une césarienne en urgence. Le bébé et la maman allaient bien dans les suites. Alors voilà, si j'ai quelques messages clés à vous faire passer, les femmes enceintes traumatisées graves, c'est niveau 1 systématiquement d'emblée. Le pronostic, il est maternel et fœtal. Il y a deux principales causes de mort fœtale, c'est le choc hémorragique et le décollement placentaire. Le scanner corps entier, il est obligatoire. La lésion manquée, le risque de lésion manquée est supérieur au risque de lésion radique si vous ne faites pas le scanner. Et puis quand même, un petit mot, je n'avais pas assez de temps pour en parler, sur les traumatismes mineurs. Les traumatismes mineurs, ça donne quand même des menaces d'accouchement prématuré, des hypotrophies fœtales. Et en général, on les surveille pendant 24 heures avec monitoring répété dans un service obstétrique. Je vous remercie pas tout à fait. En prévention, mesdames, s'il vous plaît, mettez correctement votre ceinture de sécurité quand vous êtes enceinte. Souvent, on s'aperçoit que les ceintures de sécurité sont mal mises. Elles doivent passer complètement en dessous le ventre. Et c'est vraiment un message de prévention fort, parce que tous les signes de la ceinture qu'on a chez les femmes traumatisées graves enceintes, c'est parce que la ceinture était mal mise. Et puis, si jamais vous vouliez venir me rejoindre à Dijon, c'est avec volontiers. Je recrute. Merci beaucoup Pascal. Est-ce qu'il y a des questions sur Chambéry dans la salle? Oui, une question devant. Ouais, Pascal, juste une question. Enfin,
on est d'accord que la priorité est maternelle sur la priorité fœtale. Pourquoi dans les grades C, avec un utérus qui remonte au-dessus de l'ombilic, vous faites d'abord le monitorage et ensuite le body scan? Pourquoi pas body scan à toutes, d'emblée? Parce que les grades C sont considérés comme patientes stables. A priori, sur la base des critères de grade C, elles sont stables. Elles ont été, aucun moment, il y a eu une prise en charge pendant la durée de prise en charge du SMUR où il y a eu un paramètre d'instabilité. Et donc, on peut, une fois qu'on a le recul de la prise en charge SMUR, le recul des 20 minutes au déchocage, on est rassuré par la fast échographie, par l'examen clinique, par les paramètres vitaux, le pronostic fœtal est pas prioritaire, mais est plus pris en considération dans la stratégie de prise en charge. Et on s'est rendu compte que pendant les 20 minutes de monitoring, en fait, on détectait les événements anormaux qui allaient pouvoir conduire à une césarienne pour extraction fœtale en vue de garder le bébé vivant et qui n'avait pas d'incidence, évidemment, sur l'évolution maternelle. D'autres questions? Oui, Jean-Stéphane. Est-ce que tu penses qu'il faut répéter le RCF? Une fois qu'on a fait le body scan, il faut le refaire derrière? Il me semble me souvenir du cas d'une patiente qui avait une modification sur le deuxième RCF. Oui, dès qu'on remonte du scan, il faut absolument vérifier les rythmes cardio-photo. On s'est fait piéger une fois. Tous les examens, même le monitoring, vous faites le monitoring, la patiente descend au scanner, elle remonte, il faut remettre le monitoring. Vous faites un RCF avant de descendre au scanner, le scanner, on remonte, on vérifie la vitalité fœtale. On avait fait une césarienne d'urgence en code rouge sur une échographie altérée au retour du scanner, alors qu'elle était normale avant d'aller au scanner. Une dernière question ici, après peut-être sur Clermont, une question encore à Chambéry. Qui gère sur Lyon les monitorings fœtales? Le monitoring fœtal, c'est les sages-femmes qui sont à disposition pour le déchocage? Alors on a une procédure pour toutes. En fait, on est centre de référence pour les hémorragies du postpartum aussi, centre de référence pour la traumatologie grave des femmes enceintes, et donc il y a une procédure avec les obstétriciens. Il y a un appel systématique des obstétriciens pour venir en salle d'accueil des traumatisés graves à l'arrivée des patientes. Sur Clermont, des questions? Et oui, les services, le service d'obstétrique est juste à côté du déchocage en plus. Ok, à Clermont, comment... Alors, il y a une question sur Clermont, mais en fait, c'est pour les Clermontois, puisqu'à Clermont, on a la particularité d'avoir la maternité qui n'est pas sur le même site que le déchocage. On a une organisation particulière ou c'est quelque chose qu'on doit travailler? Non, sur Clermont, ce que j'étais en train de dire alors, c'est qu'on est sur deux sites différents. Le Trauma Center est sur un site et les urgences obstétricales et la salle d'accès est sur l'autre site. Donc, on doit appeler le gynécologue obstétricien de garde, voir s'il y a la possibilité que l'un d'entre eux vienne. Alors la journée, c'est plus facile que durant la permanence des soins. Et si possible, organiser un transfert directement vers chez nous. Mais c'est un point faible qu'on a dans notre structure et qu'il n'y a pas de moyen idéal, on va dire, à mettre en place. Il faut qu'on trouve faut que quelqu'un vienne. Après, est-ce qu'il faut qu'il soit là sur tous les grades A, les grades B, les grades C? Nous, notre organisation, c'est plutôt les appeler systématiquement sur les grades A, voire les grades B. Et après les grades C, on fait le bilan, nous en tout cas, et on transfère après via le SAMU vers la salle d'accueil, vers les urgences gynéco. Mais bon, voilà, c'est les contraintes d'être sur deux sites. Ouais, c'est sûr que c'est une contrainte importante, parce qu'on a déjà fait des gestes combinés, césarienne en urgence, splénectomie d'hémostase, packing hépatique. Donc c'est vrai que quand vous êtes sur deux sites, c'est quand même beaucoup plus compliqué à organiser. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. On va laisser la parole du coup à Clermont. Donc on va parler là de multivictimes en espérant qu'elles ne soient pas toutes enceintes. Alors, on a un petit souci de dernière minute. Le docteur Pic s'excuse, il n'a pas pu se déplacer, donc on va essayer il est en visio et on espère qu'il va pouvoir nous présenter son PowerPoint et sa présentation en visio. Je ne sais pas si Daniel, tu nous entends? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. C'est parfait. C'est parfait. Bon, ben écoute, très bien.
Oui, donc désolé de ce contretemps, mais les superpositions d'agenda et de planning font qu'effectivement, je ne peux pas me déplacer. Puis l'actualité, euh, avec la grève des médecins à venir, nous occupe un peu. Donc, du coup, voilà, mon déplacement est malheureusement pas possible. Via la visio, je vais faire une petite introduction pour Benjamin Rieux, ensuite, qui parlera plus spécifiquement du Trauma Center. Je vais tâcher de positionner la régulation lorsqu'une crise intervient, ou en tous les cas, lorsqu'il faut se mettre à travailler différemment pour faire face à un nombre plus important de victimes que d'habitude, et voir comment on va travailler un petit peu en amont du Trauma Center qui assurera l'accueil de ces multiples victimes. Donc tout d'abord, Laure, si tu veux donc attaquer le diaporama. Je ne sais pas s'il est projeté. Je ne sais pas si on t'entend. Tu m'entends, Daniel? Nous, on le voit, oui. on le voit en salle à Clermont-Ferrand, mais je ne sais pas s'il est en ligne. Visiblement, toi, tu l'as pas. Est-ce qu'à Chambéry, vous le voyez? Alors, pas pour l'instant, on ne le voit pas. On vous voit, vous. Mais il faut faire un partage d'écran. Voilà, là, c'est bon, on voit la présentation. Super. Donc, merci. Donc, tout d'abord, le Trauma Center en lien avec le centre de régulation en dehors de la crise. Déjà, voir un petit peu comment on travaille au quotidien en lien avec ce Trauma Center. Alors, on a une très bonne relation, nous, sur Clermont, avec le Trauma Center. Donc là, on n'a plus les images, parce que comme vous parlez, ça prend le dessus. Est-ce que il faut mettre le partage d'écran? Oui. Alors laisse-le comme ça peut-être. Là, c'est bon pour tout le monde? Ouais, donc quand Daniel parle, du coup, c'est lui qui est devant. On peut grossir peut-être l'image de gauche. Et Daniel, tu peux essayer de parler? Oui. Oui, donc là, c'est bon, c'est super, on voit bien là. Parfait. Bon, ok. Donc oui, ce que je vous disais, c'était d'abord, je positionne donc notre relation avec le Trauma Center en dehors de la crise. Donc sur Clermont, le Trauma Center, il est donc basé au CHU sur Signe-Gabriel Montpied, comme l'a dit Benjamin à l'instant. On est en lien quotidiennement, chaque fois que c'est nécessaire, puisque le centre de régulation va être le point de concordance pour les patients éligibles au niveau de tout le territoire. Alors, il y a quand même une certaine importance, je pense, à ce que lorsque le Trauma Center est contacté, et c'est le cas souvent pour les autres départements, à ce qu'on ait quand même une notion de contact et de patients qui vont être amenés sur le Trauma Center, parce que ça nous permet de savoir un petit peu quel est son niveau d'occupation et mieux définir le recours possible. Donc, c'est important au quotidien qu'on se parle pour toute victime qui est apportée. Et on n'est pas forcément, nous, le vecteur SAMU 63 de toutes les victimes, donc notamment pour les départements limitrophes. L'organisation à Clermont, c'est que le Trauma Center reçoit de façon, on va dire, quasi incontournable, s'ils en ont la place, les grades A et les grades B. Les grades C, la réception de ces patients est un petit peu plus variable et va dépendre du secteur géographique d'origine du patient. Alors, lorsque le patient est sur le secteur du CHU, on va considérer ça comme étant de l'arrangement interne pour soulager un peu l'activité des urgences. Bien, le grade C est souvent accepté au Trauma Center, alors que lorsqu'il est en dehors du secteur CHU, il peut être dans un premier temps accueilli dans le secteur de proximité, les urgences de proximité pour un bilan initial. Et d'emblée, on envisage possiblement son transfert secondaire en fonction du bilan fait pour un éventuel rapprochement du CHU si nécessaire. Et lorsque le patient est d'emblée en grade C et amené sur le Trauma Center, on a tendance toujours à prévoir que celui-ci puisse retourner dans le secteur de proximité si le bilan est rassurant. Et donc, la plateforme de régulation est bien sûr un point d'échange capital entre les réanimateurs et les intervenants, et a l'avantage d'être enregistré une fois de plus, ce qui permet a posteriori de refaire une lecture du dossier et une critique du dossier lorsqu'il y a eu des soucis. Diapositive suivante, Laure, s'il te plaît.
Donc, lorsqu'on est en situation de crise, forcément, les pratiques vont se modifier et il va être capital déjà de définir quelle est la nature de la crise. En effet, en fonction du type de crise, en fonction de la durée de cette crise, sur un AVP, on est sur quelque chose d'extrêmement ponctuel. Si on est sur un incendie, ça peut être une crise qui va durer un peu plus longtemps, avec des répercussions alentour. Bref, les risques attendus ne sont pas les mêmes et donc du coup vont à partir de là définir un certain niveau de besoin qu'il faudra qu'en régulation on anticipe. Bien entendu, assez rapidement, il va falloir qu'on détermine de quel afflux de victimes on parle. Est-ce que c'est un afflux limité? Une fois de plus, toujours sur l'exemple de l'AVP, une fois que l'AVP s'est constitué, hormis le risque de suraccident, on définit à peu près le nombre de victimes. Et puis parfois, c'est un petit peu plus flou. L'exemple de l'incendie sur un immeuble qui aurait un nombre de résidents dans l'immeuble non connus, on peut craindre un afflux massif. Alors, je suis très mauvais en anglais, mais l'abréviation MASCAL correspond à Massive Casualty, donc qui correspond donc effectivement à la dénomination d'un nombre très important de victimes attendues, qui nous renvoie ensuite à la considération de est-ce que notre système de santé local, dans le sens de son organisation et de ses capacités, va être à saturation. Par saturation, on entend en fait un nombre de blessés attendus supérieur aux possibilités de prise en charge. Il va falloir assez rapidement pouvoir le déterminer. Et on ne va pas se limiter seulement à savoir si on est limité au niveau du trauma center, car lui, bien sûr, il sera assez rapidement limité si on s'en tient uniquement à ses propres capacités, puisque bon, sur Clermont, il peut accueillir simultanément 2 patients. Donc assez rapidement, on va être au-dessus. Mais ce trauma center va s'appuyer sur toute une organisation qui est celle de son CHU. Donc, quelle est sa capacité à transformer certaines zones d'activité en trauma center bis et à pouvoir équiper assez rapidement des zones telles que le réveil comme étant un autre point d'accueil possible. Et puis, on se tournera aussi vers les établissements de proximité, notamment pour accueillir des patients qui sont en gravité intermédiaire. Et donc, il sera important de savoir quelle est la capacité d'accueil de ces sites aussi. Donc, la régulation dans la crise, elle va donc, comme je dis, définir le type de crise en définissant la nature de l'événement, assez rapidement avoir une idée du nombre de victimes et les pathologies attendues. À partir de là, on permet de recenser donc les besoins nécessaires et les ressources, et ça va donc être un petit peu le travail immédiat de cette régulation de crise. Laure, je te remercie. Donc tout d'abord, en salle de régulation, très rapidement, il faut qu'il y ait un régulateur qui se dédie à l'événement. Alors, lorsqu'on a plusieurs régulateurs en fonction, c'est facile. Il y en a un des régulateurs qui arrête le quotidien et qui se dédie entièrement à la crise. Et s'il n'y a qu'un seul régulateur, ça sous-entend forcément, si c'est possible, d'en faire venir un autre et de pouvoir dédier vraiment à la crise une micro-régulation qui va s'extraire de l'activité quotidienne. Le régulateur doit forcément être assisté d'ARM pour faire tout le travail qui se fait en lien avec ces personnels et qui nous permet au quotidien de gérer les différents vecteurs et les différents patients, parce que là, ils vont se concentrer eux aussi sur la crise. À l'instant T, au moment de la déclaration de l'événement, tout cela va se mettre en place au sein même de la régulation, mais lorsque les sites en sont pourvus, il faut peut-être envisager très rapidement de détacher le véhicule de commandement sur le site de la crise lorsque c'est possible, et donc l'équiper de son régulateur et de son ARM dédiés qui, à ce moment-là, vont pouvoir devenir salle de régulation déportée et gérer sur site la régulation de crise. Le régulateur, non, retour, Laure, excuse-moi. Le régulateur devra mettre en place assez rapidement des liens opérationnels entre les ressources sur site et les ressources hospitalières, et donc être en lien avec, d'une part, son DSM, et d'autre part aussi avec le DMC au sein de l'hôpital. Et en fonction de la temporalité, il devra être en lien assez rapidement aussi, si le DSM n'est pas encore en place, avec la préfecture et donc avec le COD. Donc tout ça doit rapidement monter en puissance et le régulateur est à la manœuvre pour faire venir toutes les ressources nécessaires et les coordonner ensuite. Merci. Donc, lorsqu'on a une notion de crise, le classique et qui est connu de tous, puisque ça reste quand même un petit peu du quotidien lorsqu'il y a un AVP par exemple avec plusieurs véhicules, on engage d'emblée un SMUR et on en attend assez rapidement, le plus rapidement possible, son bilan d'ambiance.
Le but de ce bilan d'ambiance, c'est bien sûr de déterminer l'ampleur de l'événement le plus rapidement possible, de déterminer une fois de plus à quel type de lésion on risque d'avoir affaire, et donc de déterminer le nombre d'équipes aussi à dépêcher sur place. Donc tout cela va dépendre de ce premier bilan qui va être donné par le premier arrivant. Premier arrivant, dans un premier temps, sera probablement désigné par le régulateur comme étant un DSM, et en attendant que très rapidement arrive le DSM qui, lui, effectivement, devra prendre la main et organiser sur site. Donc, définir les besoins, c'est tout le problème de cette mobilisation exceptionnelle. Et c'est là où, toujours pareil, en régulation de crise, on va mobiliser des SMUR qui ne sont pas forcément le SMUR du territoire, mais on va les faire se déplacer pour venir en appui sur la zone de crise. Il aura pour rôle, en attendant que le DSM sur place le fasse, et de définir les rôles de ces moyens qu'il injecte sur site. Chaque personne qui arrive sur site, s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, ça va être du temps perdu. Donc, il faut d'emblée que quand un moyen arrive sur site, il sache pourquoi il y va. Dans ces rôles aussi, il devra assez rapidement s'enquérir des différents vecteurs de transport qui seront à sa disposition, les vecteurs terrestres, mais aussi les vecteurs héliportés, pour faire les déplacements de victimes et organiser les éventuels NORIA. Et puis, il travaillera aussi à l'information du Trauma Center pour le mettre en alerte, et des sites périphériques qui potentiellement devront recevoir des patients en fonction, toujours pareil, du nombre et du type de pathologie. Le Trauma Center ne pourra potentiellement pas tout recevoir. Le dispositif va progressivement prendre une certaine ampleur, et dans cette ampleur, on va assez rapidement se mettre en lien avec les autres services qui vont travailler sur la crise. Donc, bien entendu, le SDIS, avec tous les moyens pompiers qui vont être déclenchés. Alors, sur Clermont, la particularité, c'est qu'on est sur une plateforme commune, où on a donc les pompiers à 1 mètre de nous. Donc, forcément, dès l'instant où on est sur une situation exceptionnelle, ils sont d'emblée au courant, et vice-versa, avec une parfaite communication, et c'est essentiel pour la suite. Il faut bien sûr aussi envisager de assez rapidement mobiliser la sécurisation des lieux via la police nationale, via la gendarmerie, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et de la même façon, si on a plusieurs victimes, probablement que nos vecteurs ne vont pas suffire, et il faudra que les associations de sécurité civile soient mobilisées aussi. Ça va être de son rôle de poser la question de déclencher un plan SECNOVI, donc c'est-à-dire une déclaration civique en lien avec les pompiers qui ouvriront un plan sinus, et bien entendu, tout ça en mettant le préfet à la manœuvre, puisque c'est à lui de déterminer si oui ou non on déclenche ce type de mode. Et le lien avec l'hôpital sera de dire, est-ce que vous déclenchez un plan blanc à l'hôpital en fonction de l'ampleur, et c'est le directeur général de l'hôpital qui prend la main. Donc les patients, en mode crise, seront donc adressés soit vers le Trauma Center en lien avec le DMC, mais cette fois pas de façon systématique, et plus probablement que les A et les B et les autres seront probablement adressés ailleurs. Et lorsqu'il y a un nombre important de victimes, il faudra d'emblée mobiliser, ou en tout cas demander au sein de l'hôpital la mobilisation d'autres secteurs, comme je le disais en préambule, par exemple une salle de réveil, un service des urgences qui peut être dédié à ça aussi, et à ce moment-là définir quel type de patients sont orientés, dans quel type de structure, et tout l'intérêt d'avoir écrit en amont un plan blanc ou un plan d'accueil de crise en intra-hospitalier. En parallèle de la crise, et il ne faut pas l'oublier, il y a le quotidien qui continue, et c'est d'où l'intérêt d'individualiser une régulation de crise et des moyens dédiés à la crise, sans négliger l'activité du quotidien qui continue. Les gens continuent de faire leurs douleurs thoraciques et leurs infarctus, ou d'avoir des accidents à côté. Il faut pouvoir les gérer correctement et ne pas entraîner une perte de chance pour le reste de la population parce qu'il y a une crise. Donc, il est important de préserver les capacités d'accueil et les capacités de régulation pour cela aussi. Je vous remercie. J'ai accéléré, Laure, comme tu m'as demandé. Pas gentil de me dénoncer. Merci Daniel d'avoir pris le temps au milieu de la sauve. Et puis on va laisser la place à Benjamin Rieux, qui, moralité, a été un peu empiété sur son temps. Bonjour, merci à Tobias et Laure de m'avoir proposé de faire ce topo
en tout cas devant vous. Donc on va parler non pas de l'activité quotidienne, puisque quand on a 1, 2, 3 patients, on peut très bien s'adapter, mais quand on va annoncer qu'il y a peut-être 15, 20, 30 patients à accueillir, on va devoir s'adapter pour accueillir tous ces patients-là. Ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est le schéma de ce que tout Daniel vient de décrire, c'est qu'on a l'activité courante avec le SAMU. Bon, on va avancer. Le SAMU qui va grader les patients, les grades A, les grades B, les grades C. On va faire tous les soins qu'on a besoin d'en faire en pré-hospitalier et on va orienter les patients vers les traumas centers. Mais comme vous le savez, on a eu des attentats, on a eu le Covid, on a eu la canicule, on a eu des effondrements, en tout cas dans l'actualité récente, qui ont fait que on se retrouve face à des capacités où on est dépassé. Donc là, depuis 2014, les établissements de santé ont créé donc, le dispositif ORSAN. Le dispositif ORSAN veut dire Organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Le but, c'est une coordination régionale des dispositifs existants. Donc on a 6 dispositifs. Le dispositif ORSAN Amavi, adapté pour l'afflux massif de victimes, médicopsie pour la filière CUMP, etc. Tout ce qui est épidémiologie, vaccination, tout ce qui est événements climatiques comme la canicule, le grand froid, la pollution, le risque nucléaire, radiologique, chimique et le risque biologique. Donc il y a 2 types de SSE. Il y a tout ce qui est cinétique lente, donc on l'a tous connu en tout cas avec le Covid, et on a tout ce qui est cinétique rapide. Et ce sera le but de ce topo, avec notamment les tueries de masse et les AVP de bus. Le fameux AVP de bus d'hémophile qu'on parle tous en tout cas en condition de catastrophe, c'est le but un peu de ce topo. La particularité d'une situation sanitaire exceptionnelle, c'est qu'on a une inadéquation entre les flux capacitaires courants et les besoins de la crise. Il faut donc adapter le système de santé avec une réorganisation du système de santé pour répondre à la crise. Il faut rappeler du personnel, créer des moyens temporaires, comme disait tout à l'heure Daniel, des moyens temporaires de réanimation, de déchocage. Il faut nécessiter aussi d'anticiper les différents volets d'une crise. Ce n'est pas le jour J qu'il faut anticiper, c'est-à-dire que si on a 15, 30, 50 brûlés, il faudra qu'on a anticipé tout ça à l'avance parce qu'on n'aura pas les capacités d'envoyer tout ça vers son traitements de brûlés, en tout cas pour Lyon, pour ce qui nous concerne. On devra en garder, mais tout ça, il faut anticiper, en tout cas au niveau des moyens humains et aussi et surtout matériels. Et bien sûr, ne pas oublier la poursuite des soins pour les autres patients. La clé de ce dispositif, c'est le plan blanc. Je ne vais pas vous parler du plan blanc de Clermont, puisque pour l'instant, le plan blanc n'est pas du tout adapté à ce qu'on a besoin. Il est en train d'être écrit. Mais je vais vous présenter quelques idées de réflexion pour que tout le monde puisse en tout cas y réfléchir. Quand on parle de situation de crise, on a deux montées en puissance. Donc là, on a la vie courante où il n'y a pas de tension, c'est la vie de tous les jours. Dès qu'on a un phénomène qui pourrait avoir un impact sur l'offre de soins, on rentre dans ce qu'on appelle le niveau 1, c'est le plan de mobilisation interne, et dans ce cas-là, on déclenche une cellule de crise restreinte. C'est le cas, par exemple, dans les épidémies saisonnières, et j'ai mis le petit symbole de l'épidémie de bronchiolite, en tout cas de l'an dernier. Il y en a vu une à Clermont, par exemple. Et par exemple, quand il y a eu la pénurie des carburants, en tout cas au printemps, il y a des décisions qui sont prises à travers la cellule de crise, via la préfecture, pour prioriser, par exemple, les pompes pour les soignants, pour qu'ils puissent aller faire leur plein. Tout ça, en tout cas, est réfléchi en amont. Et quand on est vraiment sur un événement qui a un impact majeur sur l'offre de soins, on rentre dans le plan blanc, et là, il y a la vraie cellule de crise. Et là, j'ai mis le logo du Covid, comme on pourrait mettre le logo pour un attentat, etc. Pour commencer aussi, il y a deux niveaux de lignes, en tout cas, les établissements de santé. On a les établissements de première ligne, qui a un service d'urgence ou de déchocage disponible 24 heures sur 24 et un plateau technique disponible avec de la chirurgie possible. Il y a deux types d'établissements de santé. On a les centres experts, donc là j'ai mis les logos des 4 CHU, qui ont des plateaux techniques avec la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, l'embolisation, etc., etc. Et on a les autres établissements de première ligne, comme les traumatologues de niveau 3, où il peut y avoir par exemple un chirurgien viscéral, un chirurgien orthopédique, qui peut aussi répondre aux besoins d'une crise. Comme disait tout à l'heure Daniel Pic, les urgences relatives avec juste de la traumatologie orthopédique, pas forcément besoin de la ramener coûte que coûte, en tout cas sur le gros trauma center, ça peut très bien être géré dans ces établissements de santé-là. Et puis après, on a les établissements de deuxième ligne, c'est les structures médicales qui n'ont pas de service d'urgence, pas forcément de bloc opératoire, et qui peuvent être des services où on peut vider nos services de médecine, chirurgie, pour libérer de la place pour les patients de la crise.
Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a le plan blanc. Le plan blanc, c'est une obligation réglementaire depuis 2004 pour chaque établissement de santé. Les objectifs sont définis par l'ARS pour chaque type de SSE. Le principe, c'est mettre en place des plans d'urgence qui permettent à chaque établissement de santé de mobiliser ses ressources, garantir la réponse via une organisation interne, assurer la continuité des soins via le plan de continuité d'activité et assurer la sécurité des patients et du personnel, parce que c'est partie aussi de ça, en tout cas dans les SSE. Les actions générales qui sont mises en place, c'est les différents volets, comme on disait tout à l'heure, avec les critères ERSAN, donc comme on disait, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, alma vie brûlée, etc. Ça peut être déclenché soit au niveau local par le directeur de l'établissement de santé ou son représentant, et au niveau départemental, régional ou national, via un représentant de l'État. La cellule de crise, c'est l'unique organe de décision durant la crise. Ça permet le lien avec le SAMU, le directeur médical de crise, les ARS et le big boss durant une crise qui reste le préfet, le directeur des opérations de secours, qui se situe au COD, le centre opérationnel départemental en préfecture, et qui est entre guillemets le grand chef au cours d'une crise. La cellule de crise a une délégation par la gouvernance du commandement hospitalier à la cellule hospitalière de crise. Le but dans cette cellule de crise, c'est qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de gens, que les gens soient désignés par leur expertise et leur savoir. Donc aussi que ce soit multiprofessionnel, il n'y a pas que des médecins, il y a tous les représentants en tout cas de l'établissement de santé. Et on a un principe de subsidiarité, de confiance réciproque avec les autres personnes. Le trio de pilotage est assuré par 3 personnes, le directeur général ou son représentant, le PCME ou son représentant et le directeur médical de crise. Il faut que cette cellule de crise soit activée en moins de 45 minutes, d'où l'intérêt aussi d'anticiper et pas d'attendre que le DSM soit arrivé en place en pré-hospitalier pour la déclencher. Et c'est la centralisation, une centralisation stratégique pour la prise de décision et une décentralisation opérationnelle dans l'hôpital pour la mise en place des décisions qui ont été prises. Les objectifs, c'est assurer la résolution de la crise et assurer la continuité des soins. Les facteurs de succès d'une bonne cellule de crise qui fonctionne bien, il faut que ce travaille en amont, via des groupes de travail. Donc nous, à Clermont, on a un COPIL SSE au sein de l'hôpital pour mettre en place et réécrire le plan de manière adaptée. Il faut qu'il y ait de la discipline dans la prise de parole, dans l'écoute, qu'il n'y ait pas trop de bruit pour que tout le monde puisse s'entendre. Il faut qu'il y ait un respect des compétences de chacun. On ne va pas s'improviser directeur de la sécurité ou directeur de l'informatique parce qu'on est médecin ou quoi que ce soit. Donc on a confiance en toutes les personnes qui sont présentes. Il n'y a pas de compétition d'intérêt. On ne va pas dire moi je suis plus fort que toi ou quoi que ce soit. C'est le principe de confiance réciproque. On a aussi une communication non verbale. On prend les décisions et on a des outils de communication adaptés via par exemple WhatsApp, etc. pour qu'on communique rapidement entre la cellule de crise, en tout cas l'intra-hospitalier. Le directeur médical de crise, c'est la personne qui a, on va dire, une autorité, si on peut dire comme ça, médicale sur l'établissement de santé. Durant la veille de la situation de crise, il est en appui de la direction générale et de la PCME pour rédiger les plans de gestion des SSE et surtout former les personnels, parce que ce n'est pas le jour où il y aura un plan blanc qu'on va vous dire il va se passer ça, ça ou ça. Il faut que chaque personne qui travaille dans l'hôpital sache quelle sera sa fiche de poste durant un SSE. Durant la crise, le DMC sera en binôme avec un cadre paramédical. Il va quitter ses fonctions de clinicien. Il sera le référent médical de la cellule de crise hospitalière. Il va analyser la situation sanitaire exceptionnelle, définir une stratégie qui sera préétablie en tout cas à l'avance avec les différents volets d'Orsan qu'on a pu parler tout à l'heure. Et il va surtout évaluer les ressources humaines et matérielles de l'hôpital. Il va organiser la chaîne de prise en charge du SSE, identifier le ou les points de rupture. Et il sera l'interlocuteur unique de l'ARS et du SAMU dans la prise de décision. Et en continuité, donc, il va participer à la réflexion stratégique partagée avec le directeur général ou le PCME. Les missions du DMC durant une crise, ils sont multiples. Donc, c'est le conseiller médical de la direction, c'est le correspondant unique avec la direction des soins préhospitaliers. Il informe le SAMU des situations de saturation du site et pas forcément, nous on a fini, on est saturé, pensez à autre chose. Il faut se dire, dans 3-4 patients, on sera plus capable d'assurer la présence de ce patient-là. Il faudra penser à transférer. Et quand il faut transférer, c'est possiblement des moyens héliportés, des moyens aériens, et ça, il faut le réfléchir en tout cas en amont. Il coordonne et pilote la réponse médicale en binôme avec le référent non médical, donc pour le parcours patient, les VATAN, etc. S'assure que chaque secteur dispose des moyens humains et logistiques pour les actions que chacun a. Le suivi des victimes, l'évolution des besoins médicaux, on en parlera après, la stratégie de réorganisation, on en parlera après aussi, et il évalue qualitativement et quantitativement les moyens nécessaires pour résoudre la crise, et il évalue après donc, les besoins nécessaires au maintien de l'activité courante, avec différents scénarios qui sont déjà, en tout cas, pensés à l'avance. La cellule de crise
Donc avec le directeur général, le PCME et le DMC, ils ont toutes ces fonctions. Donc la partie logistique sur le matériel, la partie expertise par rapport au fait que les DMC, les PCME, les directeurs généraux ont des formations spécifiques. C'est pas le jour J quand s'improvise en tout cas DMC. Ils coordonnent les soins avec la coordination des soins paramédicaux, etc. La communication à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. On dirige la crise en trinôme. Là aussi, la qualité des soins dont on est les garants. La gestion des lits, donc il faut libérer par exemple les lits des urgences, libérer les lits de soins critiques, libérer les lits de chirurgie pour que les patients qui sont des urgences relatives puissent être hospitalisés, en tout cas dans ces patients-là. Mettre en jeu aussi les établissements du GHT, puisque le trauma center niveau ne pourra pas absorber tous les patients de la crise. Le rappel de personnel avec la direction des affaires médicales et les directions de ressources du personnel, la gestion des risques et les services techniques. Quand on parle de besoins matériels et humains, au niveau des moyens humains, c'est des moyens transprofessionnels. Donc il y a la direction générale, la direction qualité, les médecins, les cadres de santé, les infirmiers, avec tous les corps de métier, les aides-soignants, brancardiers, la stérilisation, la direction informatique, la sécurité, les cuisines centrales. Et j'en ai oublié, par exemple, la crèche, etc. Puisque si on a des enfants en bas âge, il faudra quand même les garder. Et ça passera aussi par du rappel de personnel au niveau de la crèche, par exemple. Et c'est surtout au niveau médical multidisciplinaire. Donc on a les urgentistes, les anesthésistes, les chirurgiens, radiologues, biologistes, l'EFS, les psychiatres pour la CUMP, etc., etc. Tout ça nécessite d'avoir un recensement régulier des ressources hospitalières avec un annuaire qui soit à jour. Donc avec le gros turnover qui actuellement, c'est quand même un des points faibles de la chaîne. Et tout ça passe par la direction des affaires médicales, les DRH, les cadres de soins et les logiciels de rappel de personnel. J'en ai mis 3 types. Nous, à Clermont, on a acheté le logiciel FACT24 qui va permettre de simplifier les choses, puisque celui qu'on avait, c'était Mercury. Et les 2 exercices plan blanc qu'on a fait l'an dernier et cette année montraient toutes les limites du système. L'aspect organisationnel, donc, dès que les malades vont arriver au niveau du hall des urgences, là où il y aura la cellule d'identité-vigilance, on va leur créer des identités temporaires plan blanc. On ne sera pas forcément référencés par leur nom et leur prénom, parce que tout le monde ne sera pas capable de les donner. Ça va permettre aussi d'assurer le dénombrement et le suivi, notamment l'ouverture du système de l'événement civique, qui est un outil interministériel qui assure l'identification et le dénombrement hospitalier des victimes et qui permet d'offrir une visibilité de l'impact et de l'événement sur l'offre de soins, et ça facilite l'accompagnement des victimes et de leurs proches. Par exemple, durant le Covid, le système civique a été ouvert dès que le premier patient Covid est rentré à l'hôpital, et il a été fermé dès que le dernier patient Covid est sorti, et vu qu'on a encore des Covid pour certaines réa en réa, il est toujours ouvert à l'heure actuelle. On a aussi un problème aussi au niveau de la gestion des lits. Il faut libérer les lits des urgences, libérer les lits de soins critiques, créer des lits momentanés, par exemple les lits de déchocage et de réa. Nous, dans le plan blanc actuel, il n'y a rien écrit à ce sujet-là, mais nous, on envisage, comme disait Daniel, de créer une unité de déchocage temporaire aux salles de réveil. On a 8 lits de déchocage qu'on peut créer rapidement, puisque ce qu'il faut, c'est un brancard, un scope, un respi, du matériel chirurgical et du personnel. Quoi de mieux qu'une salle de réveil qui a tout ce matériel directement là, prêt à disposition. Et puis après, la libération anticipée des patients, tous ceux qui devaient être opérés, ils sortent. Tous ceux qui sont venus en hospice de jour, hospice de messe pour des bilans somatiques, ils sortent. On peut aussi la réorganisation et la réorientation des patients de certaines filières. Par exemple, la filière choro, si on a des établissements de santé comme des cliniques, etc., qui font aussi de la choro, on peut très bien libérer ces patients-là pour la phase syndrome coronarien aigu via les cliniques pour garder des lits de soins critiques avec des lits scopés. Par exemple, nous, à Clermont, on a un plan blanc. Les lits de soins continus qu'on a en réa ou en soins continus de réa ou de soins continus, on peut les transférer par exemple à l'USIC, c'est des lits scopés, on envoie un interne ou un chef pour donner un coup de main au cardiologue sur ces patients-là. Ça peut permettre de créer des lits. Et bien sûr, on n'accueille pas les hospices programmés hors contexte d'urgence, bien entendu. Il y a aussi un problème de recensement des moyens matériels. Donc, il faut savoir en l'état réel des stocks accessibles, mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de tout ce qui est moyens matériels, pour assurer en tout cas la montée en puissance, l'autonomie en gaz médicaux, plus ou moins le réapprovisionnement, le matériel chirurgical avec les boîtes de thoracotomie, les boîtes de laparotomie, les réboas, et surtout les capacités de restérilisation rapide avec la pharmacie, etc. Donc tout ça, il faut que ce soit réfléchi en tout cas à l'avance. Le matériel de damage control, les automates d'autotransfusion, les réchauffages de soluté, en tout cas savoir où est-ce qu'ils sont et en cas de plan blanc, comment les faire revenir dans les lieux où on en aura besoin. Tout ça, il faut que ce soit réfléchi. Par exemple, nous, on a 3 automates dans le bloc de chirurgie cardiaque qui sont à 400 mètres du bloc central. Qui sait qui va les amener le jour J? C'est pas le jour J où il faut qu'on décide, c'est un tel qui va le faire, pour que ce soit en tout cas réfléchi à l'avance. Réfléchir aussi avec l'EFS, le stock de produits sanguins labiles et les capacités de transfert entre chaque EFS en cas de besoin, et aussi les capacités de transfert de matériel
ou d'humain entre deux établissements de santé. Mais il faut que ce soit en tout cas réfléchi en tout cas à l'avance. Il va falloir conclure. Je vais passer. En tout cas, au cours d'une crise, il y a 4 phases principales dans la gestion. Il faut détecter les éléments généraux de la crise, décrypter les premières infos, alerter les personnes qui sont potentiellement concernées par l'événement, faire un suivi et une analyse de la situation et développer le plan qui sera préétabli en tout cas à l'avance, conduire la crise, faire des phases d'action guidées par la réflexion et bien penser aussi, participer aussi à la sortie de crise, le retour à la normale et la démarche d'analyse de qualité via les rétex. Merci à vous. Merci. Dans la salle ou pas? On n'a pas de questions sur Clermont si vous en avez. Des questions sur Chambéry? On va passer notre tour. On a trop parlé ce matin. Parfait. On va pas avoir le temps, je crois. Merci Benjamin. Effectivement, on a pris un peu de retard. On va peut-être enchaîner. Voilà, juste faire une remarque. La main pour la suite. C'est dommage. On parlait dans une réunion qui est régionale. On nous parle d'une saturation de Clermont sans aucun appel au SAMU zonal. Je trouve que c'est dommage. C'est juste une remarque qui n'est pas du tout agressive, mais il faut penser à la région. Les hélicoptères, ce n'est pas ceux du département. On peut travailler en région vraiment. C'est tout. Merci. Du coup, on va passer tout de suite à l'orateur suivant. Et Jean-Stéphane David de Lyon va nous parler d'actualité. Et puis, je vais surtout avoir le challenge de rattraper un peu de temps. Donc, je vais essayer de vous faire le truc en mode ultra synthétique, pour le coup. L'objectif, c'était de faire la synthèse de ce qui s'est passé ces 12-18 derniers mois. J'ai trouvé une trentaine d'articles. Alors, j'en ai pris qu'une dizaine, rassurez-vous. Et donc, je vais devoir peut-être passer un peu plus vite que ce qui était prévu initialement. Voilà, première série d'articles, c'est sur le trauma sévère et le triage. On sait qu'il y a une relation entre le volume de patients que vous prenez en charge et la mortalité des patients. On sait que la régionalisation des soins en traumatologie, elle sauve des vies, et que dans un trauma center, si vous prenez plus de 240 patients en charge par an, avec un ISS à plus de 15, vous baissez la mortalité de vos patients. Quelle est la relation entre le volume de trauma que prend en charge un SMUR et la mortalité, et le volume de trauma que prend en charge un praticien et la mortalité? C'est les deux premiers papiers. Donc le premier papier, c'est celui entre la relation entre le SMUR et la mortalité. Vous prenez une banque de données américaine, 33 000 patients qui ont un ISS à plus de 9, donc sévère. Vous faites de la régression logistique. Le critère de jugement principal, c'est la mortalité à 6 heures. Et vous observez que chaque fois que vous prenez 50 patients traumatisés dans votre SMUR, vous baissez de 5% la mortalité à 6 heures. Ça, c'est sur tout trauma venant. Et quand on regarde les traumas crâniens, c'est la mortalité à 24 heures. Vous avez une régression, une relation statistiquement significative entre le volume de trauma que prend en charge votre SMUR et l'outcome du patient. Ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point, c'est la relation entre ce que fait un praticien et la survie de vos patients. C'est des Finlandais, donc quelque part, avant c'est les Américains, c'est des Finlandais, donc ça peut s'apparenter un petit peu à ce qu'on fait. Étude rétrospective sur registre, 4000 patients, 2012-2019, c'est en Finlande, on l'a dit. On fait l'analyse multivariée avec des ajustements multiples, et on différencie les patients, enfin les praticiens en 3 groupes, ceux qui en font moins de 10, 10 à 20 et plus de 20. Les datas de base sont identiques, sauf que dans le groupe où on fait plus de décompression à l'aiguille de pneumothorax. Premier signal. Et puis, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en multivarié, et bien finalement, le paramètre qui est le plus significativement associé avec le pronostic du patient, c'est la quantité de traumas sévères que prend en charge un praticien. Donc une relation statistiquement significative entre le nombre de traumas que vous prenez en charge et le pronostic du patient. Deuxième point qui est important. Et puis, le troisième étude que j'ai voulu vous mettre, vous savez qu'il existe un certain nombre d'études qui ont été publiées sur le fait que le pronostic des patients est meilleur quand vous allez en niveau 1. Ça, c'est une méta-analyse qui reprend 35 études. Il y en a 25 qui sont analysées. Ça veut dire 1,1 million de patients qui sont dans cette banque de données nord-américaine. La question, c'est quid de la survie du niveau 1 par rapport au niveau 2. On regarde une analyse globale et puis ensuite on regarde en sous-groupe les traumas crâniens graves et les états de choc. Eh bien, on confirme que quand les patients sont un trauma sévère et vont dans un centre de niveau 1, vous avez un pronostic qui est amélioré chez nos patients. Donc finalement, ce n'est qu'une étude de plus, mais c'est une méta-analyse d'excellente qualité avec un très grand collectif de patients qui vous montre que la survie des patients les plus sévères est meilleure en trauma niveau 1, que vous ayez un état de choc ou un traumatisme crânien. En somme, pour cette première partie,
les praticiens des SMUR qui prennent en charge régulièrement des traumas, leurs patients ont un meilleur pronostic. Les SMUR qui prennent en charge beaucoup de traumas, leurs patients ont un meilleur pronostic. Et quand les patients vont en trauma niveau 1, en centre de trauma niveau 1, le pronostic des patients est meilleur. Ça doit nous pousser à certaines réflexions au niveau régional. Les pistes, c'est qu'est-ce qu'il doit y avoir des référents trauma H24 dans les grands SAMU, je pense à Lyon en particulier. Le rôle des régionales, Eric a parlé de la régionalisation. Et puis les GRADA sont transportables. Oui, ils doivent aller dans les centres de niveau en priorité. Ce n'est que quand ils ne sont pas transportables pour faire du sauvetage où ils doivent aller sur le bloc opératoire de proximité. Un deuxième papier qui m'a intrigué, c'est est-ce que l'administration des antibiotiques dans l'heure qui suit le traumatisme est associée à moins d'infections? C'est publié dans le Journal of Trauma. C'est une étude sur banque de données nord-américaine avec un grand collectif de patients. On prend les patients qui ont des fractures ouvertes, fémur et ou tibia. Et puis on regarde si, quand on administre l'antibiotique dans 1 heure versus plus d'1 heure, il y a une différence de taux d'infection. Vous pouvez voir la petite figure en synthèse en bas à gauche. Et bien finalement, non. Quand vous administrez dans l'heure les antibiotiques, vous avez 1,1% d'infection versus 0,2% quand ils sont administrés au-delà d'1 heure en cas de fracture ouverte. Parce qu'en fait, l'infection, c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce que je mets des antibiotiques que je contrôle mon infection. L'âge va dépendre, va conditionner l'infection, le terrain, le degré d'ouverture, Gustilo 1, 2, etc. Les traitements associés, par exemple, quand vous mettez la transfusion, vous induisez une immunodépression, plus d'infection. Et puis le délai, et ça c'est un paramètre qui est fondamental, ça ne sert à rien de donner un antibiotique en 30 minutes si le patient attend 8 heures pour passer au bloc opératoire. Et ce que proposaient nos collègues nord-américains, c'est OK, on peut administrer les antibiotiques dans les 2 heures à 6 heures qui suivent l'admission à l'hôpital, mais par contre, il faut que la chirurgie soit réalisée le plus précocement possible. Et c'est ça qui est le plus associé avec le degré d'infection. Pour Eric Césaréo, j'ai mis un peu d'acide tranexamique, et puis parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font du SMUR, c'est l'étude PATCH, qui est publiée dans le New England l'année dernière. Alors c'est une très belle étude qui est randomisée, qui est faite par nos collègues néo-Z et australiens. On prend des traumas sévères qui ont une forte suspicion de coagulopathie, TIC. Ils calculent ça, ils évaluent ça avec le score Coates, je ne rentre pas dans le détail. Les patients sont randomisés si l'acide tranexamique peut être administré dans les 3 heures qui suivent le traumatisme, donc 1310 patients, 661 côté acide tranexamique, 646 côté placebo. Et puis on regarde ceux qui sont vivants avec un bon pronostic fonctionnel à 6 mois. Je passe sur les caractéristiques des patients. On s'aperçoit de quoi? Que pour le critère de jugement principal, autrement dit, vivant à 6 mois avec un bon pronostic, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Vous allez me dire, ah, super déception, on s'attendait quand même que. Sauf que quand on regarde les outcomes secondaires, eh bien finalement, pour la mortalité à 24 heures et 28 heures, l'acide tranexamique permet d'avoir plus de survivants chez ces patients qui reçoivent de l'acide tranexamique. Donc dans notre pratique quotidienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à faire de l'acide tranexamique et qu'il faut faire de l'acide tranexamique chez les patients qui présentent un traumatisme sévère. Le deuxième point, c'est qu'en termes d'effets secondaires, il n'y a pas de différence sur les thromboses, il n'y a pas de différence sur le sepsis. Les Nord-Américains avaient suggéré que quand on donnait de l'acide tranexamique, il pouvait y avoir plus d'infections. C'est pas retrouvé dans cette étude qui est bien construite avec un joli collectif de patients. Hop, je passe là-dessus. Un point qui m'a intéressé, c'est ce travail, parce que c'est un joli travail européen qui est publié dans Critical Care, qui concerne un grand nombre de patients. C'est la Banque nationale de trauma allemande. Et vous entendez parler depuis quelques années de l'importance du calcium dans la coagulopathie post-traumatique, tant et si bien que depuis 2 ans, on a proposé Caltrex. Ça veut dire qu'en préhospitalier, quand on donne de l'acide tranexamique, on donne du calcium, donc Caltrex, en disant que chez les patients qui présentent des états de choc, un traumatisme sévère, on a fréquemment une hypocalcémie, et le calcium est une coenzyme de certains facteurs de l'hémostase. Donc quand on n'a pas de calcium, on coagule moins et on peut saigner plus. Ça forme ce que vous connaissez aussi, qu'on appelle le diamant létal, avec la coagulopathie, l'hypothermie et l'acidose. Donc on a commencé à imaginer des protocoles d'administration de calcium en préhospitalier, en tout cas une étude randomisée, sur laquelle on réfléchissait. Et puis il y a ce travail qui est sorti. Et ce travail, en fait, il rabat les cartes d'une certaine manière, parce qu'il repose la question du calcium dans tout ça. C'est une étude rétrospective, donc allemande, 2015-2019. Et l'objectif, c'est de savoir s'il y a une relation entre le calcium et l'outcome des patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 30 000 patients qui sont inclus dans cette cohorte, et ce qui permet de faire des statistiques. En fait, vous apercevez
que vous avez une espèce de relation en J entre la mortalité et la calcémie à l'admission, avec 3 types de populations. Celles qui ont une hypocalcémie, moins de 1,1 mmol par litre à l'admission, entre 1,1 et 1,3, et au-delà de 1,3 mmol de calcium libre sur les gaz du sang à l'admission. Et vous voyez que la mortalité, en fait, elle est plus importante quand vous avez une hypocalcémie, elle diminue en cas de normocalcémie, et elle réaugmente forcément en cas d'hypercalcémie. Alors, les patients qui ont une hypocalcémie, c'est 13% du total, 84% ont une normocalcémie à l'admission, il n'y a que 3% de patients qui ont une hypercalcémie. On observait, nous, exactement la même chose sur une banque de données, et finalement, ça pose la question de savoir s'il faut supplémenter de manière systématique les patients qui ont un traumatisme sévère en calcium, ou alors s'il faut se baser sur une calcémie mesurée à l'admission pour leur administrer du calcium. En fait, on ne sait pas l'histoire du calcium, quelle est la poule de l'œuf, et si amener trop de calcium, c'est délétère, ou finalement, si trop de calcium observé, l'hypercalcémie, eh ben, c'est un témoin d'acidose, pour des raisons métaboliques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, et que finalement, ça doit nous faire reconsidérer l'utilisation de calcium. Donc un signal de réflexion autour du calcium, c'est quelque chose qui est à suivre dans les années qui viennent. Donc là, c'est les courbes, c'est le Kaplan-Meier. Vous voyez que sur la courbe rouge, c'est l'hypercalcémie, la courbe bleue, c'est l'hypocalcémie. Donc ils ont une survie qui est bien plus basse que ceux qui sont en normocalcémie, qui sont la courbe verte. C'est la survie sur les 28 premiers jours qui suivent l'admission des patients. Donc pas d'administration, peut-être pas d'administration empirique de calcium, en tout cas une vraie question autour de ça. On ne pouvait pas faire cette présentation sans parler de transfusion. Moi, j'aime bien ce travail. C'est un travail qui nous vient d'Angleterre. C'est publié en Critical Care. Et les auteurs, ils ont comparé 3 groupes. Donc, c'est sur la transfusion préhospitalière. Et vous savez qu'il y a quand même pas mal de choses qui tournent autour de ça. Très clairement, sur la transfusion préhospitalière, il n'y a pas d'études qui démontrent l'intérêt de l'administration de PFC, en particulier en préhospitalier. En tout cas, les différentes études publiées, quand on fait une méta-analyse, c'est non significatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut dire qu'il nous faut encore déterminer quels sont les bons patients qui doivent recevoir des produits sanguins. En tout cas, il y a des choses à faire autour de ça, de façon à ce que le bon produit pour le bon patient soit la technique qui soit appliquée. Là, on compare l'administration préhospitalière de CGR plus de PFC, et puis ce qu'ils appellent le RCP. Le RCP, c'est du sang qui est de leucocyté avec une faible teneur en plaquettes. Donc c'est une espèce de sang total faible en plaquettes. C'est un truc qu'il n'y a qu'en Angleterre. C'est une étude rétrospective 2015-2018 pour le groupe CGR, et puis prospective 2018-2020. On regarde l'effet sur la outcome après ajustement sur l'âge, le mécanisme, fréquence cardiaque et la pression artérielle en préhospitalier. Encore une fois, je ne m'étends pas sur les caractéristiques démographiques de base. Et puis, on regarde ce qui se passe, en fait, sur la outcome, comme je l'ai dit. Et on peut voir que, en fait, la outcome, la mortalité est plus importante dans le groupe des patients qui reçoivent des CGR par rapport à ceux qui reçoivent le RCP, le sang total faible en plaquettes, ou l'association CGR plus plasma. Mais que ce bénéfice, en fait, est surtout retrouvé pour les patients qui présentent un traumatisme pénétrant. Et dans le groupe des patients qui présentent un traumatisme fermé, notre population la plus fréquente chez nous, il n'y a pas de bénéfice à cette administration de quelque chose en plus des CGR. Donc un signal sur la transfusion préhospitalière, mais surtout sur le pénétrant qui finalement est souvent beaucoup plus hémorragique que sur le patient qui présente un traumatisme fermé, où là il y a d'autres mécanismes qui peuvent se mêler. Alors je ne pouvais pas passer cette présentation sans vous parler de 2 travaux qui sont régionaux, raison pour laquelle j'en parle. L'étude ProCoag, donc, qui était l'idée par Pierre Bouzat à Grenoble, qui était un PHRC, une étude randomisée et multicentrique française, et qui était publiée dans le JAMA il y a quelques mois. Bon, tous les centres de la région, les centres universitaires ont participé à ce travail. La question qui était posée, c'est est-ce que l'administration de concentré prothrombinique, du Canocad en l'occurrence, chez les patients qui présentent une forte probabilité de transfusion massive, permettait de diminuer la consommation de produits sanguins à 24 heures. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le patient arrive au déchocage, je lui administre les produits sanguins comme d'habitude, plus du Canocad versus plus du placebo. Donc c'est une étude qui est négative, mais qui a le mérite de faire se poser la question de l'utilisation des concentrés prothrombiniques, ce qu'on était quand même un certain nombre à utiliser au niveau de la région. Alors après, on peut regarder les détails, si vous le souhaitez, mais quand on regarde la consommation à 24 heures, vous avez 12 unités en moyenne de produits sanguins dans le groupe PCC, 11 unités dans le groupe placebo. Et puis le problème que l'étude pose également, c'est que
Il n'y a pas de bénéfice à l'utilisation des PCC, mais par contre, il y a un risque d'événement thromboembolique qui est augmenté avec l'administration des concentrés prothrombiniques. Les points de critique qu'on peut faire sur l'étude, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez de patients qui avaient des coagulopathie sévères dans ce travail. Et donc, il y a des patients qui n'avaient pas de coagulopathie sévère, qui ont reçu du Canocad. Et à ce moment-là, peut-être que ça a été responsable d'événements thromboemboliques dans cette population. Donc, ça challenge l'utilisation des concentrés prothrombiniques, mais surtout, ça repose leurs questions et le fait de savoir qu'ils doivent être probablement guidés par des techniques type Rotem, viscoélastique, pour que les vrais gros patients coagulopathes, éventuellement, sur des protocoles bien définis, puissent recevoir du Canocad quand on les prend en charge au déchocage. Alors, je vous ai parlé de technique viscoélastique, et je débouche sur ce deuxième papier. Donc là, c'est une banque de données lyonnaise versus une banque de données de la PHP. Et la question qu'on se posait dans ce travail, c'était de savoir si, quand on reçoit les patients à l'admission au déchocage, donc c'est des patients qui sont admis dans les deux déchocages, Pitié-Salpêtrière versus Lyon, ils sont tous identiques, ils sont managés de la même façon, il n'y a qu'une différence, c'est que d'un côté, Lyon, on les manage avec du Rotem, de la technique viscoélastique, et de l'autre côté, on fait de la biologie standard. Les critères d'inclusion, c'est des patients qui devaient recevoir au moins un CGR les 24 premières heures, donc ce qui témoigne d'une certaine sévérité admis dans nos déchocages de 2012 à 2019. On fait du score de propension, donc on les match, les patients, pour qu'ils soient à peu près identiques. Ils sont globalement identiques dans les deux groupes après ce matching, sauf que dans le groupe lyonnais, vous avez donc de facto 15% de transfusion massive, au moins 10 CGR les 24 premières heures, qui est une conséquence de la stratégie viscoélastique. Et de l'autre côté, vous avez 42% de patients avec transfusion massive. Et quand on regarde un peu plus en détail, et ça c'est intéressant, vous pouvez voir que, alors on voit mal la figure du haut qui est pas ressortie, mais pour l'administration des CGR, pour l'administration des PFC, l'utilisation d'une technique viscoélastique effondre la consommation de produits sanguins. Et puis sur les deux diagrammes du bas qui sont un peu plus lisibles, que vous fassiez la comparaison en fonction de l'ISS, donc la sévérité du traumatisme, ou en fonction du lactate, vous retrouvez ce pourcentage d'administration de PFC qui est complètement différent, beaucoup plus bas dans le groupe viscoélastique versus le groupe biologie standard. Et puis l'autre point, et qui intéresse surtout nos décideurs, c'est que vous avez toute la stratégie finalement s'accompagne d'une baisse des coûts des produits sanguins d'à peu près 40%. Et juste au-dessus, le tableau 2, là-dessus vous avez donc le critère de jugement principal, qui était le nombre de patients vivants à 24 heures sans transfusion massive. Sans surprise, il est beaucoup plus bas dans le groupe viscoélastique. Vous êtes à 75% versus 52%. La transfusion massive, je vous ai montré qu'elle était beaucoup plus basse. Par contre, la survie à 24 heures et la survie à J28, elle n'est pas différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait aussi bien avec le viscoélastique, mais en coûtant 40% moins cher. Ce qui est un vrai signal d'épargne de produits sanguins, d'économie globale. Et donc cette étude va déboucher sur un PHRC, où j'espère qu'on va inclure les premiers patients à partir de la rentrée 2024 sur 13 centres, dont tous les centres de la région vont participer. On va randomiser biologie standard versus Rotem, ce qui nous permettra d'avoir une véritable réponse sur cette thématique. À suivre en 2024. Donc là, je vous ai juste mis une ébauche un titre d'article. C'est pour se poser la question de l'utilisation du sang total chez nos patients qui saignent de manière massive. Donc il y a des choses qui sont en cours. Et en tout cas, les choses qui vont bouger sur les années à venir, et en tout cas l'année prochaine, c'est les PHRC pour lesquels nous allons recruter. Donc c'est l'étude Target qui va débuter. C'est Pierre Bouzat qui est à la manœuvre à Grenoble. On prend des patients qui ont des traumatismes thoraciques, on va les randomiser sur deux groupes. Un groupe, comme d'habitude, avec de la péridurale, versus un groupe bloc érecteur du rachis dans l'autre groupe. Et est-ce que faire des érecteurs du rachis très tôt dans la prise en charge permet d'avoir un même résultat analgésique que quand on fait, comme d'habitude, y compris une péridurale? C'est la question posée. La deuxième étude, Viscotac, c'est ce dont je viens de vous parler, Rotem versus biologie standard. Et puis les questions donc, qui vont rester en suspens, c'est la place du sang total en cas d'hémorragie massive. Il y a un certain nombre de travaux qui ne sont pas randomisés, les randomisés sont en cours en Amérique du Nord, mais qui laissent supposer que mettre du sang total, c'est peut-être mieux chez les patients qui saignent massivement que mettre des CGR ou des CGR plus PFC. Donc ça, c'est les questions qui restent en suspens. Et puis la place du calcium, dont je vous ai parlé au préalable. Voilà, j'ai essayé de faire vite et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Stéphane. Je ne sais même pas si on a le temps pour une question. Peut-être il y a une question dans l'Assemblée.
avant la pause. Oui. Et donc, ça serait quoi tes critères de transfusion préhospitalière ? C'est une bonne question. On est en train de travailler là-dessus, finalement. On s'aperçoit que les patients qui auraient besoin de recevoir des PFC en particulier, si je suis les recommandations françaises, c'est les patients qui ont un TP qui est à moins de 40% à l'admission. Donc trauma sévère avec moins de 40%. Ils sont comment ces patients ? C'est ça en fait, c'est le phénotype qui nous intéresse. C'est des patients qui à l'admission ont des systoliques autour de 80. C'est des patients qui à l'admission ont des hémoglobines autour de 8. C'est des patients qui ont reçu plus de 2 litres de remplissage et qui ont de la noradrée. Donc finalement, quand on est en SMUR et qu'on prend un patient qui reste en état de choc, on arrive à noradrée au moins 2 litres, avec une hémoglobine qui bascule en dessous de 9, probablement qu'à celui-là, il faut lui administrer autre chose que des CGR, ou plus exactement des CGR avec des PFC, des CGR avec ou du sang total. Et quand on peut modéliser tout ça en fonction des MOQ, globalement, quand on a trauma sévère avec un état de choc persistant, avec plus de 1500 millilitres de remplissage vasculaire, avec de la noradrée, on fait une petite échelle en fonction de l'hémoglobine et on regarde. Moins de 11, c'est du fibrinogène. Moins de 9, c'est des PFC. Moins de 7, c'est probablement du sang total. Donc ça peut être une règle d'administration pour guider l'administration des produits sanguins en préhosp. Et on voit que les MOQ occupent une place qui est très importante là-dedans. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tobias Eller sur Clermont, peut-être pour conclure. Oui. Donc, on a décidé, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, parce que Chambéry, on a bien vu qu'il parle trop. Donc, on a décidé qu'il faut qu'on reste entre nous chacun. Non. Pas cet après-midi. Vous avez rattrapé cet après-midi. Mais tu l'as avoué au moins. Tu l'as avoué. Non, plaisanterie à part. Pour simplifier sur le plan technique, pour éviter qu'on perde la connexion, ce qu'on vous propose, c'est de conclure la partie commune maintenant ensemble, de passer à la pause pour passer au jeu sur chaque site après. D'accord ? Donc, on a la lourde charge avec Laure de conclure. Et alors, tout d'abord, on voudrait remercier encore une fois l'équipe d'organisation pour cet énorme travail et pour cette première mondiale. Vraiment, vraiment un grand merci. Et évidemment, remercier tous les intervenants qui ont fait le déplacement, qui sont venus, c'est vraiment, et qui ont fait le temps de préparer pour vous présenter des interventions d'une grande qualité. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très riche. J'ai appris plein de choses et pris plein d'inspirations. Donc, on espère que vous aussi, vous avez pris des idées, des inspirations, que ça a soulevé des questions. On a répondu à certaines questions. Et on voudrait vous remercier à la fois les collègues à Chambéry, mais aussi vous d'être venus, parce que c'est vous qui contribuez au final au succès au quotidien du réseau et de la journée d'aujourd'hui. Donc, est-ce que avant de se séparer pour la pause, est-ce qu'il reste des questions que vous souhaitez poser sur les deux, soit Chambéry, soit sur Clermont, sur les sujets qu'on a soulevés? C'était un peu aussi l'idée de la conclusion, d'essayer de faire une synthèse. Est-ce que, avant de vous proposer une synthèse, est-ce que vous avez des questions, respectivement, peu importe sur un des sujets qu'on a soulevés lors de la journée? Chambéry, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non, on a trop parlé déjà, donc on se restreint. Non, je ne crois pas. Dans la salle? Non, c'était très clair. Donc ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous souhaitez aborder? Est-ce qu'il y a des sujets pour la prochaine fois que vous souhaitez qu'on aborde? Est-ce que pour la préparation de la prochaine journée de la filière, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, qu'on n'a pas traités aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des idées, des propositions, soit à Chambéry ou à Clermont? Est-ce qu'il y a des fins de connaissances qui n'ont pas été satisfaits? Non? Pas à Clermont, à Chambéry, vous avez des propositions?
Non, ça va peut-être venir. On vous propose de venir nous voir sur la pause pour nous dire ceux qui n'osent pas Exactement. parler. Si ça vient, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Soit vous revenez vers nous, évidemment aussi par mail. Le réseau, c'est vraiment la filière, c'est vous au quotidien. Et vous avez vu qu'il y a plein de choses qui sont en train de se reconstruire, qu'on a réussi déjà à construire. Il y a toute une équipe qui est derrière pour que la filière, le réseau, vraiment vous sert au quotidien et que ça ne soit pas juste un truc qui est quelque part dans un bureau. C'est vraiment les liens de confiance et de compétences, de connaissances, de partage de connaissances qu'on crée, qu'on construit au quotidien qui vont nous aider à améliorer votre quotidien et le quotidien à la prise en charge de nos patients. Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Non, ça donne tout son sens au réseau. C'est des journées comme celle-ci. On espère que, alors on essaiera de continuer à faire une journée par an, mais entre-temps, voilà, la vie continue. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos difficultés. Nous, on essayera, et c'est vraiment une chose forte dans la filière, de faire du retour d'informations. Si vous avez envie de travailler sur des sujets particuliers sur cette filière, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible soit par téléphone, soit par mail. Si vous avez envie de participer sur un sujet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, on est là, et on est là aussi pour faire du lien et faire en sorte que vos idées restent pas des idées esselées dans un coin et puissent être transmises à l'ensemble du département. Des bonnes idées, il y en a un petit peu partout, de la région. Département, de la grande région, des bonnes idées, il y en a partout, dans les petits centres, dans les grands centres, et je pense que l'important, c'est que l'information circule. Donc on est là aussi pour faire circuler cette information dans un sens et dans l'autre, et donc on espère pouvoir continuer cette mission-là. Merci à tous. Juste pour compléter, je dis Laure, effectivement, on va pas vous lâcher jusqu'à la prochaine journée trauma. Donc on est en train de préparer une vidéo qu'on va partager avec vous, avec Benjamin de Clermont et avec Étienne d'Annecy. On va essayer de vous proposer aussi des webinaires et effectivement et intégrer les groupes de travail, parce que c'est vraiment l'espace qui permet d'animer et de construire le réseau ensemble. Merci beaucoup. Merci à Chambéry. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez contribuer quelque chose à Chambéry ? Je me tourne vers l'écran, ce qui est totalement débile, mais c'est juste faire semblant, en fait. C'est comme à la télé dans les années 80. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez contribuer ou rajouter à Chambéry ? Juste remercier toute l'équipe technique et à vous d'avoir organisé cette journée. Voilà, qui n'est pas fini d'ailleurs. On va jouer maintenant après avoir travaillé. Ouais, la douleur, ça vient maintenant. Ouais, c'est là que ça devient difficile. On vous conseille de rester, ça va être bien après. Merci à Chambéry, merci à tous. À bientôt.